Bien, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va donc procéder, comme l'évoquait tout à l'heure Clément, en deux temps. Je vais vous faire une introduction à ces facteurs organisationnels et humains, donc à peu près pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis ensuite, on aura un temps donc, pour la discussion, pour des questions complémentaires, hein, naturellement. Donc, je m'appelle Jean-François Vauthier, je travaille au CEA, je suis ce qu'on appelle un spécialiste ou un expert FOH, et je suis aussi professeur associé à l'INSTN, qui est l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, dans lesquelles, en fait, on a un grand nombre de formations, et notamment un certain nombre de formations à caractère FOH. Côté Institut pour la maîtrise des risques, j'ai aussi le plaisir d'animer avec d'autres collègues un groupe de travail et de réflexion qui porte sur donc, les facteurs organisationnels et humains, la systémique et la maîtrise des risques. Donc c'est un groupe d'échange, hein, auquel toute personne qui adhère à l'IMDR peut s'inscrire, hein. Donc on a tout un tas d'entreprises comme l'Ineris, Thales, GRT Gaz, EDF, SNCF, qui participent en fait à ce type de GTR. Alors je reviendrai un tout petit peu là-dessus à la fin. Voilà. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, on va parler des facteurs organisationnels et humains avec un certain nombre de points que vous avez déjà dans l'annonce, et en particulier, on répondra à un certain nombre de questions, dont la première qui est ici. Voilà, attendez, je vérifie un truc quand même. Ouais, c'est bon. Et donc, au travers de ces questions-là, on va essayer tout simplement d'appréhender un peu mieux ce que sont les FOH. Donc, on va commencer par les FOH en tant que tels. On va aborder la notion d'approche FOH. On essaiera de voir comment ça se déroule, une approche FOH, qui l'utilise. Et puis ensuite, on essaiera de regarder quelques repères pour développer un réseau FOH qui est une entité assez importante chez nous au niveau du CEA, et je vous donnerai un certain nombre d'éléments qui sont finalement notre retour d'expérience aujourd'hui sur la constitution, le développement et la mise en œuvre de ce réseau FOH avec les 8 R qui sont 8 repères que je représenterai tout à l'heure. Alors, donc les FOH, c'est quoi? Typiquement, on peut faire un exercice, en fait, qu'on ne va pas faire évidemment, hein, mais c'est un exercice qui est relativement simple, qui finalement demande à un certain nombre d'apprenants ou de stagiaires de se représenter en train de réaliser un travail, une activité, quelque chose. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je pose la question en disant quels sont les facteurs qui vont conditionner la réussite de ce travail, de cette activité. Et on va avoir, par rapport à ce type de questions-là, un certain nombre de réponses qui vont apparaître. Alors, les premiers éléments qui vont apparaître, généralement, hein, c'est l'ensemble des facteurs les plus directs qui conditionnent l'activité réelle ou la performance humaine. On peut les regrouper en 4 grandes composantes, hein. D'une situation de travail, donc autour de l'organisation locale du travail. Je vais vous montrer tout à l'heure un certain nombre d'éléments qui traditionnellement émergent de ce type d'exercice. Des choses qui vont concerner les opérateurs, l'équipe, les caractéristiques, des dispositifs techniques, et puis l'environnement de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a typiquement qui émerge de ce type d'exercice sur l'organisation locale du travail? Eh bien, on va évoquer des conditions de réussite, ça va
traiter autour des objectifs à atteindre, des contraintes temporelles, est-ce qu'elles sont importantes, trop importantes, des rôles dans l'équipe, est-ce que les rôles sont bien définis, par exemple, des choses comme ça. On va avoir naturellement qui émergent aussi les compétences, les connaissances, la motivation, la fatigue, la taille de l'équipe. Ça, c'est en lien naturellement avec les opérateurs et l'équipe. On a des choses qui vont apparaître aussi sur les dispositifs techniques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dispositif technique? On entend tout simplement outils, documents utilisés. Et puis, on va avoir des éléments qui vont apparaître autour de l'environnement de travail. Donc là, on va avoir des choses autour de l'aménagement des locaux, autour des ambiances physiques, sur le bruit, l'éclairage, la température. Et généralement, on va avoir un peu après, généralement ça ne vient pas forcément tout de suite, ça peut, mais ça ne vient pas forcément tout de suite, des facteurs qui finalement déterminent les caractéristiques des précédents facteurs. Alors, c'est quoi ces facteurs-là qui peuvent apparaître? C'est typiquement des notions de planification, de préparation du travail, de mise en œuvre du retour d'expérience. Apparaît aussi naturellement en lien avec les compétences, la formation, le recrutement. Apparaît aussi des éléments plus en lien avec les dispositifs techniques, les outils, la documentation, typiquement par exemple le processus de conception et de mise à jour de la documentation, et de l'environnement de travail des opérateurs. Donc c'est quelque chose souvent qui va apparaître un petit peu après. Alors, d'où un outil en fait qu'on a développé dans le cadre du groupe de travail et de réflexion sur les FOH, qui s'appelle la Marguerite, que vous retrouverez sur la page web en fait de notre site du GTR FOH, qui est justement un concept qui permet en fait de situer relativement facilement ces différents facteurs. Donc typiquement, au niveau de la Marguerite, au niveau du cœur, on met l'activité de travail, le travail qui est indiqué, et puis la première rangée de pétales, eh bien, ça correspond souvent à ce qu'on indique sur les facteurs les plus directs de la situation de travail, qui vont expliquer les activités réelles, la performance humaine réalisée. Et puis, derrière, on peut mettre les facteurs explicatifs des caractéristiques des facteurs des situations de travail, c'est-à-dire des facteurs tout simplement organisationnels ou globaux, qui sont liés, là, typiquement, aux organisations, à l'entreprise dans lequel on se retrouve. Et donc dans lequel se retrouvent les situations de travail qui vont être analysées. Donc cet outil, il est assez intéressant parce que finalement, il permet de situer assez facilement un certain nombre de niveaux. On va retrouver en fait dans une définition, parce que les FOH ont été définis dans un arrêté, alors plus spécifiquement lié aux activités nucléaires, puisque c'est l'arrêté du 7 février 2012 qui fixe les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. Mais la définition est intéressante parce qu'en fait, elle resitue un peu tout ce que je viens de vous évoquer. Donc, facteurs ayant une influence sur la performance humaine, c'est ça les FOH. Et finalement, ça concerne quoi les FOH? Ça concerne en fait les compétences, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'environnement de travail, les caractéristiques des tâches. Et le législateur en fait précise bien en fait qu'il y a les caractéristiques des tâches, mais il y a aussi l'organisation. Et donc, ce que je vous ai proposé, c'est un cadre justement pour distinguer un peu ces trois niveaux. Alors, avant de passer à un exemple, juste un petit point pour situer comment on peut travailler sur les FOH et comment on peut représenter finalement les FOH. Alors, sur la vue de gauche, vous avez en fait un triangle qui est en fait un modèle qui a été proposé initialement par un monsieur assez important dans notre domaine qui s'appelle James Reason, donc un psychologue des organisations, qui a bien précisé finalement ces trois niveaux qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire l'activité réelle, la performance,
qui est lié à quoi? Ben, qui est lié à des facteurs de la situation de travail, et ces facteurs de la situation de travail, ils sont liés eux-mêmes à des facteurs organisationnels. Alors, avec un certain nombre de collègues, donc on avait publié un papier donc en 2018 où on avait évoqué cet aspect effet menu déroulant. Alors, effet menu déroulant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, quand on voit une activité réelle ou une performance humaine, eh bien, typiquement, ce qui est intéressant, c'est de voir le premier niveau en dessous. Hein, quand vous cliquez sur votre traitement de texte sur un élément, vous allez voir apparaître un certain nombre d'éléments. Par analogie, ça pourrait être ce qu'on entend par facteur de la situation de travail. Et puis, généralement, quand vous cliquez sur un des facteurs, vous allez voir apparaître d'autres choses. C'est juste une analogie pour vous indiquer, en fait, l'idée qu'il y a derrière. C'est que quand on analyse quelque chose en termes FOH, on va essayer de bien comprendre l'activité réelle, la performance humaine, et on va aussi essayer de bien comprendre l'influence des facteurs de la situation de travail et puis des facteurs organisationnels, un petit peu comme je l'ai évoqué. Alors, si on voit la vue de droite, et bien, en fait, quelque part, ça renvoie plus à l'idée, en fait, sur laquelle on va revenir, hein, qui est que les différents facteurs qu'on a au niveau de la situation de travail, au niveau des facteurs organisationnels, finalement, ça doit être dans une interaction qui permet l'émergence d'une activité ou d'une action ou d'action appropriée, c'est-à-dire en jaune, hein, l'activité réelle. Et finalement, c'est parce que ces différents facteurs sont bien adaptés les uns aux autres que derrière, on va avoir l'émergence d'une activité appropriée. Alors, juste avant de passer à un exemple de la vie de tous les jours, pour situer un peu plus concrètement ce que ça pourrait vouloir dire, même si, encore une fois, on est dans une introduction, hein, je vais vous prendre un exemple. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de grouper finalement ces deux façons de représenter les FOH, parce que finalement, c'est deux façons assez complémentaires en réalité de parler des FOH. Et du coup, l'idée d'une pyramide FOH, avec tout simplement, quand on regarde le premier modèle à gauche, une vue de face de cette pyramide, et puis si on imagine qu'on prend un hélicoptère, et puis qu'on monte, et puis qu'on se retrouve juste au-dessus de la pyramide, et qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez en fait la vue de droite. N'y voyons pas plus que ça, c'est juste l'idée de regrouper en fait des concepts pour bien voir le fait qu'une activité réelle en tant que telle s'insère dans une situation de travail, dans des facteurs organisationnels, et puis que les facteurs de la situation de travail, les facteurs organisationnels, c'est des choses qui doivent être emboîtées correctement entre eux si on veut qu'il y ait une émergence d'une activité réelle, ce qu'on a représenté en jaune. Alors, un exemple de la vie de tous les jours pour situer un peu le type de démarche et le type de choses qu'on peut faire, hein, sachant que, comme l'a évoqué Clément tout à l'heure, hein, il y a de nombreux exemples très professionnels qu'on pourrait prendre naturellement par rapport à ça. Vous imaginez un conducteur, c'est peut-être une chose qui vous est arrivée d'ailleurs, qui a pu vous arriver en tout cas, qui roule et d'un seul coup, en fait, on s'aperçoit qu'il est passé au rouge, alors que le feu tricolore en fait était au rouge, donc voilà. Alors comment on peut essayer d'expliquer, de comprendre en fait ce qui s'est passé pour ce conducteur? Eh bien, en fait, on va essayer, je vais l'expliquer tout à l'heure, hein, de faire des entretiens, en l'occurrence, d'essayer de comprendre, en fait, ce qui s'est passé pour lui. Et on s'apercevrait à ce moment-là qu'en réalité, ce conducteur était sous contrainte temporelle. Il était dans une zone de travaux, en fait, dans une zone en travaux, et qu'en fait, il n'avait pas activé son GPS alors qu'il avait l'habitude de l'activer.
Donc là, on va s'apercevoir qu'il y a des facteurs qui sont inadaptés à d'autres facteurs de la situation de travail, en particulier, par exemple, le fait que cet opérateur-là était parfaitement compétent pour conduire. Il avait l'habitude de conduire dans le cadre de ce parcours-là, mais là, en l'occurrence, il s'est retrouvé dans une situation un peu plus délicate, avec des facteurs qui n'étaient pas suffisamment adaptés finalement à sa compétence qu'il avait, notamment. Alors, si on essaye de remonter, c'est là qu'on va essayer de pointer sur des facteurs organisationnels. Et puis, on va s'apercevoir, dans mon exemple, évidemment, qu'il y a en fait une planification qui n'est pas très importante, et puis la préparation des trajets, en fait, on s'aperçoit qu'elle est très rapide, en fait. Il n'y a pas eu de formation, pas eu de formation aux outils de navigation, pas de tutoriel. C'est quelqu'un qui a abordé ça sans forcément utiliser un certain nombre de tutoriels. On a une information qui est donnée au conducteur sur le fonctionnement des GPS, assez sommaire. Donc, on va avoir un certain nombre de facteurs organisationnels qui vont expliquer en fait des facteurs de la situation de travail qui, conjugués les uns aux autres, combinés les uns aux autres, vont expliquer, in fine, cette situation assez action inappropriée, puisque finalement, on a quelqu'un qui est passé au rouge. Voilà. Oui, juste un tout petit point sur les facteurs organisationnels. Effectivement, ce qu'on va pouvoir avoir là aussi, c'est un déséquilibre qu'on va pouvoir voir, parce qu'en règle générale, dans toutes les situations, dans toutes les entreprises, il y a des choses il y a des points forts et puis il y a des points un peu plus faibles. Et là, ce qu'on pourrait pointer, c'est un déséquilibre entre des facteurs qui ont été faibles, comme la planification, la préparation, la formation aux outils, mais par contre, très certainement, en tout cas dans mon cas, dans mon exemple, la maintenance de la voiture était faite tout à fait correctement. Et donc, bien souvent, la question, c'est l'équilibre qu'il y a entre ces différents facteurs et ces différentes ressources qui sont mises sur les différents facteurs. Alors, on a vu ce qu'étaient les FOH. Maintenant, typiquement, qu'est-ce que c'est qu'une approche FOH? Alors, une approche FOH, c'est une approche qui va viser fondamentalement à comprendre les prises de décision qui conduisent à des actions qui soient appropriées ou inappropriées. Donc, dans les actions inappropriées, alors pour ceux qui travaillent pas mal sur les risques, on va essayer de travailler, sur les notions d'erreur. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, il y a différents types d'erreurs qui renvoient à différents types d'actions, naturellement, et c'est des choses qui doivent être examinées parce que différents types d'erreurs n'amènent pas forcément n'amènent généralement pas aux mêmes travaux qu'on peut faire sur les facteurs et les déterminants de cette activité de travail. Et donc, l'objectif, c'est comprendre pour pérenniser ou transformer les facteurs déterminants locaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, on va plus s'intéresser en matière FOH à l'activité cognitive, ce que j'évoquais, les raisonnements, les erreurs. Le schéma d'en bas, c'est tout simplement pour vous rappeler un peu le schéma causal qui arrive vers l'activité réelle des opérateurs. Alors, un petit point quand même important, dans quel courant on s'insère quand on travaille sur des approches FOH? Eh bien, typiquement, on s'insère dans ce qu'on appelle une approche systémique. Alors, il y a différentes définitions des approches systémiques, etc. Moi, je vais simplement me baser sur une définition qui a été donnée par l'AIEA, donc l'Agence internationale pour l'énergie atomique. En 2016, ils ont proposé de dire, voilà, une approche systémique, c'est une approche qui envisage le système comme un tout, dans laquelle, en fait, les interactions entre les facteurs techniques, humains et organisationnels sont dûment considérées.
Bon, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants là-dedans et qui renvoient typiquement à une approche FOH. Donc, le système comme un tout, bah, cette notion-là, elle renvoie à une notion dont vous entendez sûrement parler, qui est la notion de système socio-technique. On parle souvent de système socio-technique. Bah, effectivement, parce que ce sont des systèmes, une entreprise, un atelier, où on a des êtres humains, de la technique, et puis naturellement des aspects organisationnels. Et l'autre point qui est intéressant là des définitions qui est évoquée par l'AIEA et qui rentre vraiment très bien dans ce qu'on fait en termes FOH, c'est ces notions d'interaction en fait. Et ces notions d'interaction, on peut comprendre ce terme-là de différentes manières, mais on peut aussi le comprendre, et on peut aussi le comprendre sous la forme de ce que j'évoquais, sur la forme de la capacité des facteurs à être bien adaptés les uns aux autres. C'est une manière de voir cette notion d'interaction. Alors, comment ça se déroule, une approche FOH? En fait, basiquement, on va analyser l'activité réelle, c'est-à-dire telle que se fait l'activité, comment ça se passe, quoi, tout simplement, comment travaillent les opérateurs, l'équipe, et puis on va co-construire ensuite des propositions de consolidation et d'amélioration. Alors, consolidation, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup de points forts, en fait, dans les organisations. Et puis, il y a des points, quand on tombe sur une situation avec une action inappropriée, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, faut essayer de comprendre quand même ce qui a pu générer ce type de dysfonctionnement. Et donc, il va y avoir in fine des propositions d'amélioration qui vont être faites. Et co-construction, parce que finalement, c'est avec les opérateurs concernés, les parties prenantes, qu'on va travailler pour améliorer la situation. Les méthodes de travail, il y a beaucoup d'analyses documentaires, hein, donc quelles sont les règles, quelles sont, plein de documents qui peuvent être analysés, des entretiens, c'est la raison pour laquelle en fait il y a des techniques d'entretien à connaître pour aborder les situations, pour bien amener la personne à parler de ses prises de décision, en fait, tout simplement, des observations, quand c'est possible, hein. Typiquement, si je prends l'exemple tout à l'heure, on peut éventuellement faire des reconstitutions, et là, on peut éventuellement faire des observations. Et puis, il y a des animations de groupes de travail, justement, pour faire en sorte qu'on construise ces fameuses propositions de consolidation et d'amélioration. Alors, qui utilise une approche FOH? Eh bien, aujourd'hui, il y a, en gros, dans la plupart des industries que je connais qui travaillent sur les risques, deux grands types d'acteurs. Donc, des spécialistes FOH qui vont avoir une compétence élevée en FOH et qui peuvent n'avoir que des missions FOH à réaliser. Et puis, des non-spécialistes, qu'on appelle des relais, des correspondants. Il peut y avoir d'autres dénominations aussi, et qui possèdent des compétences de base en FOH et qui ont d'autres missions que celles concernant les FOH. Et tout ça, ça interagit, tous ces acteurs interagissent en fait au sein d'un réseau FOH, plus ou moins constitué, plus ou moins développé, et c'est justement là-dessus qu'on va parler donc dans le cadre de ma dernière partie. Alors, donc, dernière partie pour évoquer en fait 8 repères. 8 repères, alors que j'ai essayé de catégoriser avec des R pour qu'on s'en rappelle. Donc 8 repères ou des conditions nécessaires pour faire fonctionner un réseau FOH sur le long terme. Donc ça, c'est notre retour d'expérience. Donc 8 repères, un référentiel métier.
c'est important on va le voir, qu'il y ait un référentiel sur le métier FOH, des ressources naturellement, des règles, un certain nombre de rituels, des rites, des représentations métiers, des récits, et puis des rêves. On va voir ce qu'on entend par ces différentes notions. Alors, le référentiel métier, typiquement, c'est finalement ce qui va décrire l'organisation générale du métier FOH, c'est-à-dire qui fait quoi en matière FOH dans l'institution, l'entreprise en fait qui est considérée. Alors, ce référentiel, il va donc préciser deux grandes choses, en fait, les missions des acteurs FOH, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ont à faire les spécialistes et les non-spécialistes en charge de missions FOH. Alors, typiquement, par exemple, au CEA, on a des documents qui précisent les contenus des interventions FOH dans les différentes phases de vie d'une installation. Typiquement, on a des installations qui sont en conception, qui sont en exploitation et qui sont en démantèlement. Et dans ce cadre, il y a un certain nombre de missions qui sont précisées en fait sur les acteurs, pour les acteurs du réseau FOH. Alors, il peut y avoir aussi généralement dans un référentiel métier le niveau de qualification des acteurs en charge des missions FOH. Donc des acteurs qui ont été évoqués précédemment. Et par exemple, au CEA, un relais FOH, c'est quelqu'un qui doit avoir suivi à minima une formation de 3 jours sur les FOH. Alors, le référentiel, il évolue progressivement hein, au cours de la vie du réseau et de la consolidation du réseau. Il peut y avoir tout simplement, par exemple, des précisions qui sont apportées sur les missions à réaliser par les acteurs FOH. Alors, il y a aussi dans un réseau des ressources, des personnes, et comment ça se décrit en général, ça se décrit par le nombre de personnes et puis le temps alloué des spécialistes et des non-spécialistes pour effectuer leurs tâches FOH. Donc ça, c'était des retours qu'on peut avoir pour voir un peu quelle est la mobilisation en fait des acteurs et puis ce qui est plus descriptif, c'est la distribution des ressources humaines en fait au sein de l'entreprise. Et souvent, on s'aperçoit que finalement, le positionnement des ressources humaines FOH, donc des personnes, hein, ça reflète l'organisation de l'institution en fait. Typiquement, chez nous, au CEA, on a des ressources FOH qui sont plus aujourd'hui dédiées à la sûreté nucléaire, qui sont soit en direction centrale, où je suis personnellement, soit dans des directions plus opérationnelles. Alors, R comme règle de métier. En fait, ces règles, ça porte sur tout simplement la manière d'exercer le métier FOH. Et il y a un certain nombre d'éléments en fait qui vont renvoyer des méthodes spécifiques hein, quand on réalise une action FOH, une intervention FOH. Il y a un certain nombre de méthodes qui sont utilisées. Je l'évoquais un tout petit peu, l'analyse documentaire, des entretiens. Hein, un entretien, c'est pas une simple discussion, c'est des techniques spécifiques. Il y a aussi des éléments de déontologie. Typiquement, par exemple, restituer des résultats d'une analyse aux personnes interviewées ou observées lors de l'observation. C'est des choses qui sont importantes. Donc voilà, j'ai situé uniquement un certain nombre de règles comme ça, il y en a d'autres. Hein. C'est des choses qui sont généralement progressivement inscrites dans le référentiel métier. Bon, après, voilà, c'est des éléments qui vont être généralement progressivement inscrits dans ce référentiel. Alors, des rituels. Rituel au sens sociologique du terme, c'est au sens de manière habituelle de réaliser un processus d'une institution, donc qui existe dans l'institution et qui vont intégrer progressivement des pratiques FOH. En gros, c'est quoi? C'est des habitudes de fonctionnement, par exemple au sein de processus comme des processus d'analyse d'événements, de retour d'expérience, de conception. Et par exemple au CEA, je vais donner un tout petit exemple, hein,
quand vous avez un événement qui a été généré directement ou indirectement par des défaillances humaines ou des actions inappropriées, eh bien, vous allez avoir une analyse FOH qui va se produire par le relais, par le spécialiste, justement, qui va rentrer dans ce processus d'analyse d'événements. Et c'est quelque chose qui progressivement devient des habitudes de fonctionnement. Et voilà, donc d'où l'idée de parler aussi de cette notion de rituel. Alors, la notion de rythme, c'est retenez rite comme rythme. Il y a des choses qui vont rythmer la vie d'un réseau. Et typiquement, ce qu'on appelle des rites périodiques, qui sont des réunions périodiques. Typiquement, au CEA, au niveau national, on organise des réunions bisannuelles d'échange entre tous les spécialistes FOH. Et puis, on organise ce qu'on appelle une journée annuelle, en fait, qui rassemble l'ensemble des acteurs FOH du CEA, donc des spécialistes et des non-spécialistes. Et puis, au niveau d'un centre, parce qu'on est très structuré en fonction de... Enfin, on est structuré en 9 centres. On a aussi des réunions du réseau local FOH qui comprend les spécialistes et les non-spécialistes FOH de centre avec 1 à 2 réunions par an dans les différents centres. Donc voilà. Alors, juste un point sur ce que j'ai appelé des représentations métiers, parce que c'est quelque chose que vous aurez, alors pour les collègues qui sont dans le métier FOH, puisque je sais qu'il y en a un certain nombre parmi vous, c'est des choses qui sont connues, mais pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le métier FOH, c'est important d'avoir en tête un certain nombre d'éléments parce que parfois on peut ne pas comprendre l'importance pour l'acteur FOH d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ces représentations métiers qui sont en fait quelque part des principes guidants, qui sont des valeurs en fait qui nous animent en tant qu'acteur FOH. Alors c'est l'idée d'analyser l'activité réelle en fait des opérateurs avant de travailler sur les facteurs qui la conditionnent. Ça veut dire que si on n'a pas d'éléments sur l'activité réelle des opérateurs, on pourra pas évoquer d'autres choses sur qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, quelque part. Un point, on peut quand même, enfin pas quand même, on peut avoir des approches en fait qui portent sur des individus, mais qui ne seront pas qualifiés de FOH. Un exemple très simple pour situer, c'est faire une fiche de paye, en fait, c'est important, évidemment, pour tout le monde. Ça porte bien sur un individu, mais ce n'est pas une approche FOH, puisqu'on ne va pas avoir nécessité pour faire la fiche de paye de connaître précisément l'activité réelle d'un opérateur. Deuxième point, il y en a d'autres, encore une fois, dans les représentations métiers, c'est que on va toujours essayer de proposer, en fait, de travailler sur les facteurs d'une situation de travail et sur les facteurs organisationnels. Pourquoi? Parce que si on veut, en fait, pérenniser et transformer durablement le travail, c'est important de travailler sur ces deux aspects-là et de ne pas se contenter de travailler uniquement sur la situation de travail. Alors, terminons par le 6e et puis le 7e. Il y a des récits, des évolutions pour bien comprendre d'où l'on vient, en fait, quelque part. Comment est né ce réseau chez vous, s'il est en train de naître, voilà. C'est important de savoir, en fait, d'où l'on vient, quoi, quelque part, pour mieux appréhender ses forces, ses faiblesses, les opportunités à saisir, les menaces à éviter. Et tout simplement pourquoi? Pour se projeter dans l'avenir. Et c'est important de se demander comment on voit notre réseau dans 5 à 10 ans, pour travailler avec quels acteurs, quel type de mission,
tel type de mission, parce que les missions, elles peuvent évoluer, elles peuvent s'élargir, elles peuvent changer, et puis comment on va fonctionner, donc c'est important de se poser ces questions-là et donc de voir comment on rêve de notre réseau et de ce qui va devenir dans 5 à 10 ans. Et c'est aussi confère la remarque d'un très ancien collègue qui m'avait évoqué le fait que finalement une organisation, faut essayer de regarder à 5 à 10 ans pour voir si elle a vraiment évolué, quoi. Et qu'il peut y avoir des périodes où on n'évolue pas beaucoup, en fait, quelque part. Mais voilà, 5 à 10 ans, c'est une idée pour se poser un certain nombre de questions sur l'évolution, notre évolution. Alors, en conclusion, donc, une approche FOH, en fait, c'est une approche systémique au sens de l'AIEA, au sens de l'OCDE aussi, puisque en fait, on a un certain nombre de documents qui sont en train de sortir au niveau de l'OCDE, qui sont tout ça sur Internet, hein, évidemment. Et puis, je terminerai par le titre d'un livre qui, chez les ergonomes, dont je suis à l'origine, est un livre extrêmement important, puisqu'il détaille en fait tout un tas de méthodologies à caractère ergonomique. C'est un livre de Guérin et collaborateurs qui a été plusieurs fois réédité, hein, et je trouve qu'il situe assez bien finalement notre approche, hein, c'est comprendre le travail pour le transformer, et c'est bien l'objet de ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. Alors, des éléments bibliographiques, bon, voilà, il y a quelques éléments qui peuvent être piochés là-dessus, et puis je voudrais simplement terminer par un certain nombre de choses qu'on fait au niveau de l'Institut pour la maîtrise des risques, avec Nicolas Dechy, Yves Dien et puis moi-même. On a rédigé en fait un chapitre sur les dimensions humaines et organisationnelles de la fiabilité de la sûreté nucléaire. Dans un livre en fait qui s'appelle la fiabilité des centrales nucléaires, méthodes, données et applications. Merci à André Lannoy d'avoir dirigé en fait cette collection et ce livre-là plus spécifiquement dans lequel nous sommes intervenus. Donc ce sont des éléments qui peuvent vous intéresser, où vous allez retrouver des éléments que j'ai évoqués aujourd'hui, mais avec en fait quantité d'autres aspects, puisque encore une fois, c'était une introduction. Ces livres-là, il y a une traduction, en fait, il y a deux versions, il y a une version française et une version anglaise. Deuxième aspect, au niveau de l'IMDR, on a aussi des livres qui sont gratuits, hein. Donc il suffit que vous tapiez sur un moteur de recherche ouvrage IMDR et vous allez tomber très rapidement sur les ouvrages IMDR qui sont réalisés en partenariat avec les décisions techniques de l'ingénieur. C'est ce qu'on appelle la collection Sion. On est parti sur des thématiques en Sion. Donc on a travaillé avec des journées inter-GTR qui conduisent en fait à ces livres-là. Donc la première journée inter-GTR, c'était sur la configuration. Ensuite, on a travaillé sur les interactions, l'intervention. Le dernier qu'on a fait l'année dernière, c'était autour de la simulation. Et la prochaine journée inter-GTR de l'IMDR sera sur le thème de la dégradation, et ce sera le 23 juin 2023. Ce sera en présentiel et en distanciel. Donc voilà, donc des éléments qui peuvent être intéressants si vous voulez continuer sur ces notions de FOH et de systémique. Et puis juste un dernier point, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, il y a le groupe de travail et de réflexion sur les FOH, la systémique et la maîtrise des risques, qui accueille tous les adhérents de l'IMDR qui seraient intéressés par travailler avec nous. Voilà, merci de votre attention.
suis dans le chat. Alors, ben voilà, je vois une question. Justin Larousé, donc il nous dit l'industrie 4.0 commande-t-elle de changer les méthodes et modèles FOH? Bonjour Justin d'abord. 4.0, honnêtement, je voudrais pas dire de bêtises, donc je suis pas sûr de bien voir. Je suis pas sûr de bien niveau. Tu veux dire quoi? Non, mais c'est marqué. C'est Là, marqué micro coupé. Non, mais j'ai vu, mais c'est bonjour François. Oui. Je tiens juste à rappeler que nous n'avons pas pu vous laisser les micros ouverts pour la raison que j'expliquais au début de l'entretien avec Jean-François, c'est qu'en fait, vous êtes très très nombreux à être connectés et c'était compliqué de laisser les micros et de gérer les différents problèmes qu'il pourrait y avoir avec le son. Donc c'est pour cela qu'on vous demande de communiquer par le chat, ce qui est en train de se faire. Alors, juste parce qu'il y a des questions importantes aussi par rapport à des questions après. Alors, juste par rapport à Justin, encore une fois, hein, moi je suis pas un spécialiste, on va dire, de tout ce qui est numérique, même si naturellement c'est des choses qui font partie de tout notre travail aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte-là, je ne suis pas sûr en fait de savoir précisément ce qui est entendu par entreprise 4.0. En tout cas, le numérique, c'est évidemment quelque chose qui est important, hein, ça c'est sûr. Voir progressivement comment ce sont des choses qui vont modifier nos habitudes de travail, typiquement, c'est un thème qu'on a décidé d'aborder dans le cadre du GTR. Hein. Dans le cadre du GTR, on a un petit groupe de travail qui est en train de se monter là-dessus pour qu'on essaye de rassembler un peu toutes nos idées là-dessus. Donc, toutes les bonnes volontés sont bienvenues naturellement, hein. Et donc, toute personne qui pourrait être intéressée par ce type de travail autour de la numérisation, de la digitalisation, est bienvenue, puisque dans le cadre du GTR, comme je l'évoquais, c'est quelque chose qu'on va appréhender. Tu vois là, tu as plusieurs questions. Alors, oui. Donc il y en a une là. Ouais. Alors, jusqu'où pousse-t-on l'analyse? Donc là, effectivement, il y a ça peut dépendre un peu de la culture de l'entreprise, savoir est-ce qu'on va sur les aspects familiaux ou pas, c'est la question qui était posée. Moi, j'aurais tendance à dire il y a de nombreuses, enfin, dans la plupart des entreprises que je connais, sur les entreprises à risque, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur des listes de facteurs qui peuvent expliquer, que ce soit au travers de situations de travail, au travers de causes profondes, ce qu'on appelle les causes profondes, qui renvoient en fait basiquement à des facteurs organisationnels. Et donc, dans ce contexte-là, travaillons avec toutes ces questions-là. Et je dirais que quand derrière, on aura travaillé avec tout un tas de facteurs organisationnels, hein, nous on avait proposé des choses. Je vous invite à regarder, par exemple, les petites animations qu'on a faites dans le cadre du GTR. On aborde ces questions-là sur des facteurs organisationnels, sur des causes profondes, etc. Et donc, dans ce contexte-là, j'aurais tendance à dire, essayons d'avancer. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et dans ce contexte,
voir si on doit aller un peu plus loin après. Je pense que je serai encore en retraite, enfin je serai déjà en retraite que derrière on n'aura pas fini d'avancer sur les choses sur lesquelles on peut déjà avancer, quoi. Même si la question est intéressante, hein, je ne dis pas que la question est inintéressante, je dis simplement qu'il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui, et parce qu'il y a plein d'éléments qui ont déjà été apportés, et notamment qu'on a travaillé dans le cas du GTR, mais pas que, hein. Il y a d'autres choses qui ont été apportées, notamment par un institut qui s'appelle qui est un institut qu'on connaît bien aussi ici, naturellement. Et voilà. Alors, bonjour, j'ai compris que 3 jours de formation seraient suffisants pour donner les bases. Est-ce bien cela? Alors, on était parti sur 3 jours. Aujourd'hui, on est plus en fait sur 5 jours. Voilà, parce que les problématiques, elles évoluent. Je pense qu'il faut regarder ça par rapport à l'évolution d'un réseau. On est parti, nous, à l'origine, sur 3 jours de formation pour avoir les bases pour réaliser un certain nombre d'approches FOH. Hein. Il me paraît plutôt important de voir la complémentarité qu'il doit y avoir entre les spécialistes et puis chez nous les relais et puis les correspondants. Donc voilà, nous au départ ça nous a semblé effectivement suffisant pour lancer le réseau. Aujourd'hui on serait plus sur 5 jours de formation parce que on s'aperçoit que faut travailler sur d'autres sujets, il faut mieux appréhender un certain nombre, et puis on appréhende mieux aujourd'hui, par exemple, typiquement, les techniques d'entretien, on passe 2 jours pour mieux appréhender les techniques d'entretien qu'on faisait avant par rapport à notre formation de 3 jours basique. Alors, Laurent. Bonjour Laurent. Ah oui, d'accord, ok. Comment se positionnent les managers de terrain par rapport aux correspondants FOH? Support, résistance, je dirais que alors non, je dirais pas que... Oui, si. Il peut y avoir l'ensemble des cas de figure. Bonjour Laurent. Donc, il peut y avoir l'ensemble des cas de figure. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu sais aussi bien que moi. Et donc voilà. Alors, chez nous, on appellerait plutôt, par rapport à cette question des relais FOH, moi, je pense simplement qu'il faut, encore une fois, voir ça dans la durée. Il est bien évident qu'une organisation qui voit apparaître quelque chose peut se retrouver un peu méfiante, comme c'est évoqué, hein, et puis, progressivement, on voit l'intérêt, on voit que finalement, c'est pour faire avancer le système. Et dans ce contexte-là, tout ce qu'on peut voir au travers, ça fait 14 ans qu'on a lancé le réseau, c'est que la perception, évidemment, elle va changer et elle va plutôt dans un sens positif. Alors, existe-t-il une cartographie ou une liste de questions permettant de réaliser des causes premières issues des FOH lors d'incidents ou d'accidents? Alors, oui, il y a des listes typiquement qu'on a chez nous au niveau du CEA. Maintenant, dans la plupart des entreprises que je connais, ces listes-là ont été, chacun a développé en fait des éléments, hein. Là, je vous fais référence aussi, encore une fois, au travail qu'on avait fait dans les animations qui sont sur YouTube, hein, et qui sont sur le GTR, où typiquement vous avez des listes de facteurs qui sont pointés sous la forme d'interrogation pour essayer justement de pointer ça. C'est le cas
le cas pompe qui est plutôt un événement industriel, et puis le cas plombier qui est... Donc tout ça c'est sur la page web du GTR, donc il y a des choses qui existent, oui. Existe-t-il des normes d'analyse de risque intégrant maintenant les FOH? Ah, alors ça c'est une bonne question. Enfin comme toutes les autres d'ailleurs, hein. Mais j'ai pas la réponse à ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans notre monde du nucléaire, on a ce fameux arrêté du 7 février 2012 qui évoque, mais c'est dans le champ du nucléaire. Donc là, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas. Alors, existe-t-il des formations spécifiques, des webinaires relatifs aux entretiens, approche FOH réalisés suite à un événement? Alors, il y a des formations, il y a des formations qui existent. Peuvent être soit des formations en interne, donc voilà, sur l'analyse d'événements et puis sur les entretiens, par exemple, voilà. Bon, typiquement, bon, comme je suis professeur associé à l'INSTN, je peux vous dire qu'il y a des formations là-dessus à l'INSTN, et l'INSTN est ouverte en fait à accueillir d'autres personnes stagiaires que le CEA. Mais il n'y a pas que, hein. Regardez sur Internet, hein, il y a des formations qui existent sur les techniques d'entretien, et puis sur les approches FOH aussi, très certainement. Je crois, je ne sais plus, je n'ai plus à trouver le nom, mais voilà. Donc il y a des choses, voilà, qui existent. Regardez sur Internet, et puis voilà. Je ne voudrais pas faire de pub pour un certain nombre de formations que j'anime, mais voilà. Alors, Manon, auriez-vous des références bibliographiques spécifiques sur l'intervention ergonomique dans le domaine du nucléaire à recommander? Alors, oui. Alors, ça fait un peu... sur l'intervention ergonomique. Alors, il peut y avoir... Alors, ouais, alors je vais faire référence, tiens, je vais faire référence à quelque chose qui vient de sortir, alors malheureusement qui est en anglais, donc qui est très récent en fait, qui évoque un certain nombre de choses qui sont quand même très intéressantes. Donc c'est un document qui s'appelle Human and Organizational Performance. Et si vous faites Human Organizational Performance ici apparaissait. Et ben en fait, vous pourrez avoir un certain nombre d'éléments sur justement la prise en compte des FOH, de la performance humaine et organisationnelle, et qui est un document, alors c'est un document international, hein, mais c'est vrai que j'ai participé à ce document-là, et je trouve qu'il est, je trouve qu'il y a des éléments qui sont intéressants. En particulier, ils indiquent bien en fait la différence qu'il peut y avoir entre le travail tel qu'il est prescrit et puis le travail tel qu'il se fait, avec les erreurs qui peuvent apparaître, avec tout un tas de choses qui peuvent apparaître, et du coup, voilà, quoi. C'est des choses, donc si vous faites Human Organizational Performance, OECD, donc pour OCDE, hein, et ben je pense que vous devriez l'avoir très rapidement. Je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai plus le titre précis en tête, mais vous devriez pouvoir l'avoir. Puis autrement, moi j'avais évoqué un certain nombre de références bibliographiques où il y a ce document-là d'ailleurs, hein, évidemment, et puis d'autres papiers qui existent. Voilà, c'est ça.
c'est ça, c'est celui-là, voilà. Partager. On va le partager, voilà. C'est un document qui est sorti. Et d'ailleurs, qui est intéressant aussi, ce document-là qu'on va juste partager, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites études de cas très, enfin, très simples et très bien, quoi, qui sont indiquées dans ce document-là, dans l'annexe, en particulier, puis le chapitre 5 ou le chapitre 6, je ne sais plus. Donc, il y a des études de cas où on voit bien, en fait. Alors là, je ne sais pas si je vais bien répondre, enfin, si je vais bien répondre, je ne sais pas si, oui, si je réponds bien à la question. Comment mettre en place une dimension FOH dans les tâches de routine? Alors, si c'est l'idée de ce que j'avais évoqué sur l'idée du rituel, en fait, qui peut y avoir à créer des habitudes de fonctionnement, moi, je pense que c'est une clé qui est importante. Hein, je pense que c'est une clé qui est importante. Et je crois qu'il y a deux clés, en fait. D'abord, de montrer, en fait, l'intérêt des FOH. Et typiquement, pour ceux que ça intéresse, avec l'un des co-animateurs qui s'appelle Thierry Coyonellis de chez Thales, on a publié un certain nombre de papiers, notamment sur le retour sur investissement des FOH. Donc ça, c'est un point. Donc c'est dans les derniers Lambda-Mu, en fait, si vous tapez Lambda-Mu, alors je sais plus lesquels exactement, mais en fait on avait fait des choses avec Thierry Coy de Brunellis sur le retour sur investissement lié au FOH. Donc il y a des éléments qui existent, hein. On a repris des travaux qui existent, on a amené des travaux qui sont originaux, mais il y a des travaux en fait qui existent depuis assez longtemps là-dessus. Donc ça peut être quelque chose. Et puis de l'autre côté, faut que ça s'ancre dans les pratiques. Et c'est pour ça que j'ai évoqué cette idée de rituel dans les processus industriels, parce que ça me semble être quelque chose de très important, qu'on s'habitue progressivement. Bon, vous pourrez avoir un certain nombre de choses à caractère psychosociologique, hein, si ça vous intéresse. Voilà, qui rentre un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'habituer et que on va trouver que c'est intéressant? Deux choses, hein. Encore une fois, si on est capable de montrer l'intérêt. Et puis, deuxièmement, si on s'habitue progressivement, parce que du coup, on a moins peur de faire, moins peur de... Voilà. Bon, c'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition qui a été travaillé par des psychosociologues et qui est un point aussi intéressant et qui permet de rentrer dans des tâches de routine. Et puis autrement, on peut comprendre la question d'une autre manière peut-être. Alors je suis vraiment désolé, hein, j'espère avoir répondu, mais si j'ai pas bien répondu, autrement dans des tâches de routine, il y a dans des tâches en fait plus spécifiques, vous avez des choses qui existent aussi. Alors encore une fois, là c'est une introduction, hein, mais dans quelque chose qu'on pourrait faire, après avec Nicolas Dechy notamment, il vient, puisque on a fait un chapitre tous les trois. Il y a des techniques de préparation. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les pratiques de fiabilité. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent sur différents types de tâches, comment on peut essayer de travailler cette dimension-là. Avec aussi des aspects qu'il faut prendre en compte par rapport à tous ces PFI, pratiques de fiabilité des interventions. Donc voilà, donc j'espère que c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de discuter si on fait effectivement
Nicolas Dechien, un autre commercial, ont une approche systémique, cependant, en tant que concepteur système-machine, dont le périmètre est donc limité au système-machine et non à l'ensemble de l'environnement. Ah, en tant que concepteur. Bah, en tant que concepteur, au niveau FOH, on n'a pas que les aspects interface homme-machine. Il y a naturellement tout un tas de choses que peuvent vous apporter les FOH. Par exemple, si vous avez à concevoir toute une installation ou tout un bâtiment, mais si on prend des choses un peu simples, en fait, si vous avez à concevoir tout un bâtiment, des actions FOH ou des spécialistes FOH, ils peuvent vous aider, en fait, en essayant de regarder comment, sur certaines situations de référence, en fait, comment finalement un certain nombre d'acteurs utilisent aujourd'hui et positionnent aujourd'hui un certain nombre d'ateliers, par exemple. Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont centrés au niveau du bâtiment, qui sont à l'extrémité du bâtiment? Pourquoi, en fait? C'est sûrement une question de flux, de gestion de flux. Et là, il y a tout un tas de retours d'expérience à caractère FOH qui peuvent être faits. Et donc, en fait, on va largement dépasser cet aspect interface homme-machine. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans la problématique FOH, c'est important et intéressant qu'on puisse avoir, en fait, une prise en compte des FOH en amont. Parce que, effectivement, si on se situe que sur l'interface machine, du coup, c'est vrai qu'on peut tout à fait avoir le réflexe en disant, oui, écoutez, je vous appellerai un peu plus tard, quoi. Et en fait, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites sur les besoins globalement des opérateurs, sur la gestion des flux, sur les différents types d'activités et par exemple ce type de choses. Donc voilà. Alors, petite remarque, la norme qualité ISO 9001 employés contient des allusions implicites et même explicites au FOH. On met de plus en plus en place une approche système management intégrée tout à la fois. Oui, certainement. Je connais pas bien ça. Je connais pas bien ces choses-là. Donc voilà. Alors. Voilà, donc là, vous avez ensuite la référence que Clément Judek et puis Manon Raguenet ont indiqué. Voilà, donc voilà, le document que je vous évoquais, Human and Organizational Performance in Nuclear Installations, c'est vraiment tout nouveau, hein, ça date de novembre 2022. Et voilà, donc il y a des éléments qui sont intéressants. Alors, il y en a d'autres, hein, évidemment, hein, mais il y a des éléments qui sont intéressants. Et puis, comment créer les conditions d'une transition vers le développement FOH dans nos organisations? Voilà, typiquement, il y a ce document-là, qui est le plus récent, qui revient sur un certain nombre de choses qu'on avait écrites 2 ans avant, en fait, sur le retour sur investissement. Voilà, mais c'est un premier document qui est intéressant évidemment puisque je suis co-auteur, donc, mais au-delà de ça, on a essayé de se poser un certain nombre de bases, et typiquement cet article-là, cette communication-là, il part sur quelque chose qui nous a interrogés. Enfin, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Semmelweis, qui est un médecin obstétricien hongrois, en fait, au milieu du 19e siècle, qui a fait un certain nombre de statistiques sur ce qu'il a vécu dans le cadre d'un hôpital. Et en fait, ce monsieur-là, Ignace Philippe Semmelweis, il a expliqué, il a démontré que, en fait,
avant d'accoucher des femmes dans un hôpital, c'était bien de se laver les mains. Et en fait, ce qui est intéressant, enfin, il y a plein de choses qui sont évidemment importantes et intéressantes là-dedans, mais ce qui est important de voir aussi, c'est que malheureusement, malgré le fait qu'il avait raison et qu'il avait démontré qu'il avait raison, alors bon, c'est un peu compliqué, il faudrait revoir l'histoire précisément, mais quand même. Et finalement, ces pratiques ne se sont pas mises en place parce que ça renvoyait pas forcément à l'époque aux pratiques qu'avaient l'habitude d'avoir un certain nombre de médecins. C'était aussi une critique assez forte de leur manière de faire. Voilà, donc le contexte organisationnel, socio-organisationnel, est aussi important pour la mise en place d'une discipline, la mise en place de quelque chose. C'est la raison pour laquelle je vous ai évoqué ces différents R qui sont importants. Évidemment, c'est important de montrer l'intérêt, mais ça ne suffit pas. C'est vraiment typiquement ce qui s'est passé avec Semmelweis. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai insisté sur ces aspects de rituel, en fait, d'intégration dans les organisations, les processus organisationnels. Alors, Julien Robin, serait-il possible d'avoir le lien? Ah là, je pense que vous avez un premier lien juste au-dessus. Hein. Et en fait, il y a un deuxième article qu'on avait fait avec Thierry Coy-de-Boinelis, en fait, qui est cité naturellement dans l'article. En fait, c'est deux articles qu'on a fait à trois, hein, donc Thierry Coy-de-Boinelis, Jeff Merrick et puis moi-même. Je n'oublie pas notre troisième co-auteur qui s'appelle Jeff Merrick, évidemment. Donc voilà. Alors, bonjour et merci. Avez-vous des références à conseiller sur des analyses menées spécifiquement sur les facteurs organisationnels dans les entreprises? Alors, des analyses qui ont été faites dans les grands programmes nucléaires. Alors, des analyses qui ont été faites... alors, attendez, je suis en train de réfléchir sur un certain nombre de documents. Alors, je pense, je pense que si on fait une recherche sur les derniers lambda-mu, et si vous essayez de taper EDF, IRSN, CEA, voilà, vous allez avoir des éléments. Vous allez avoir des éléments parce que ça fait partie. Alors, j'en oublie évidemment, hein, veuillez m'excuser pour tous ceux que j'oublie. Mais si on reste dans le nucléaire, vous avez l'ANDRA Alors, est-ce que l'ANDRA a publié des choses qui pourraient être intéressantes? Certainement, évidemment, mais sur le coup, j'ai pas. En tout cas, une piste, ça peut être d'aller faire une petite recherche via les lambda-mu. Et je pense que, enfin, je pense pas, je suis sûr qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été publiées. Alors, oui, je suppose que le regard de l'ASN sur le réseau FOH doit être extrêmement positif. Oui, enfin, mais je pense que l'autorité, effectivement, c'est des choses qu'elle va regarder. Maintenant, je pense que c'est aussi important que l'autorité et son appui technique puisse aussi questionner. Là, moi, je travaille au CEA, donc je suis dans le rôle d'un exploitateur
nucléaire. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est toujours intéressant aussi d'avoir un questionnement, et puis on n'est pas à l'abri d'avoir des éléments quand même qu'on devrait améliorer, hein, et c'est tout le rôle de l'autorité, de l'expertise, de nous amener à toujours progresser, parce que c'est ça qui est très important dans notre champ de la sûreté nucléaire. Ouais, il est midi. On avait dit 12h15, non? Je sais plus. Non, je sais pas. Alors attends, vous pouvez retrouver les communications. Alors, donc, quel bilan faites-vous de la maturité de la prise en compte des FOH dans l'industrie nucléaire française? C'est une question, c'est une question qui est pas simple, parce que je dirais que c'est plus quand même à l'autorité, enfin aux autorités, de répondre à ces questions-là. Moi, ce que je pourrais dire, peut-être pour donner des éléments par rapport à ça, si on regarde par exemple cette idée de réseau qui me semble assez importante, si on veut ancrer finalement une problématique là-dedans, et si on veut ancrer une problématique parce que je crois que c'est important, et que c'est important pour une organisation d'avoir cette problématique FOH ancrée. L'idée du réseau qui a été développée, hein, au niveau d'autres exploitants, hein. Il n'y a pas que le CEA, évidemment, hein. Cette idée-là, ça me semble être effectivement quelque chose qui est important. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, moi, je vois d'autres industries qui développent des choses, qui se rapprochent en fait de cette notion de réseau. Bon, voilà, et donc j'ai l'impression que de ce côté-là, d'autres côtés aussi certainement, mais de ce côté-là, on a développé dans l'industrie nucléaire un certain nombre de choses qui sont intéressantes et qui me paraissent effectivement être allées dans le bon sens pour la sûreté, pour la maîtrise des risques. Et donc voilà. Donc, je préférerais que ce soit plutôt l'autorité qui vous évoque ces choses-là, parce que moi, je travaille dans le cadre d'une industrie, donc c'est pas forcément évident de savoir je pense que voilà, on fait des choses, ça a été, par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, ça a été évoqué par des analyses qui ont été faites par l'autorité de sûreté, mais voilà, je préférais que ce soit l'autorité qui vous indique ce qu'ils en pensent. Ok. Je crois que pour l'instant, on a essayé de répondre. J'ai pas d'autres. Eh ben, si. Écoute, je sais pas. On a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, on n'en a pas éludé à ma connaissance. Merci à tous. Mais si c'est le cas, s'il y a des questions qui arrivent par la suite, n'oubliez pas qu'il y a des formulaires de contact sur le site de l'IMDR. On n'hésitera pas à les faire passer ces questions auprès de Jean-François. Jean-François en a beaucoup parlé. Il y a un groupe de travail et de réflexion sur les facteurs humains organisationnels. Quand on est membre de l'Institut, on a accès à ces choses-là, on a accès à ces groupes. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à venir voir ce qui s'y fait. Je pense que ça intéressera tous les membres du groupe. Voilà, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'IMDR, parce qu'on est
on était aujourd'hui sur un événement ouvert à tous. C'est pareil, hein, vous avez le site internet, mais on est aussi à votre disposition via les formulaires de contact ou même en passant un coup de fil. Voilà, alors je vois qu'il y a des petits messages en plus, ce sont des remerciements, donc merci Jean-François.